Durablement vôtre pour un monde viable, vivable et vivant. Aujourd'hui, nous évoquerons les châteaux forts. En Alsace comme ailleurs, ils constituent un élément fondamental du patrimoine et leur sauvegarde mobilise les énergies. Nous sommes dans le Bas-Rhin, au château d'Andlau, dans la commune du même nom, avec le président de l'association des Amis du château d'Andlau. Durablement vôtre, à réécouter sur durablementvôtre.fr. Bruno Linz, bonjour. Bonjour. Bruno Linz, c'est aujourd'hui jour de chantier ici au château d'Andlau. Absolument, c'est ce qu'on appelle nous les journées d'entretien. Elles ont lieu 2 fois par mois, les samedis, au printemps et à l'automne. Et nous nous retrouvons au château pour l'entretenir, le restaurer dans une certaine mesure et le sécuriser surtout pour qu'il puisse être visitable dans les conditions de sécurité optimales. Parce qu'il bien sûr il est ouvert 7 jours sur 7, les gens viennent quand ils veulent et avec les pierres qui risquent de se déchausser, les passages un peu délicats, on est là pour sécuriser le lieu, pour que les familles surtout, parce qu'il y a beaucoup d'enfants qui viennent le visiter, puissent le visiter dans de bonnes conditions. Plus de 20 000 visiteurs par an ici au château d'Andlau. Absolument, oui, tout à fait. Des étudiants ont fait une étude en pondérant les chiffres. Ils en sont arrivés à 20 000 visiteurs par an qui viennent au château. Ça paraît énorme, mais c'est vrai que c'est un château qui est assez emblématique de la région, que tout le monde voit depuis l'autoroute avec ses 2 tours. Les 2 tours qui lui valent le surnom alsacien de Hansler Waschbecker. Du côté de Bar, on a fait ça quand les enfants ont les 2 dents de devant qui manquent. On a fait ça sans Schloss. C'est littéralement le château d'Andlau avec le trou au milieu et les deux dents. Les 2 tours, le Waschbecker, oui, voilà, tout à fait. le baquet. Voilà, par exemple. Le baquet alsacien. Donc forcément, c'est un château emblématique que tout le monde connaît et il est facile d'accès. On laisse sa voiture au Gonsplatz, la ferme auberge qui est au-dessus de Bar. C'est une belle promenade qu'on peut faire. Comme d'ailleurs, Bruno Linz, la plupart des châteaux alsaciens, les Alsaciens sont très attachés à leur patrimoine historique, notamment les châteaux. Alors, il y a beaucoup de monde aujourd'hui, malgré tout, il fait un peu frais quand même. Oui, il neige même. Combien de bénévoles dans l'association des Amis du château d'Andlau que vous présidez? Alors nous sommes, on va dire, une vingtaine de membres bénévoles actifs. Actifs, ça veut dire c'est vraiment actifs ceux qui viennent, c'est ceux qui viennent. Alors, ils ne viennent pas toujours, vient qui peut quand il peut. C'est notre credo. Les bénévoles viennent de Mulhouse jusqu'à Haguenau. On en a d'un peu partout. Je suis un des seuls de Bar, alors que le Bar a une vue dégagée sur le château d'Andlau, mais c'est comme ça. Et il y a à peu près une 50aine de membres donateurs qui nous font un don tous les ans et qui nous soutiennent, qui ne viennent pas physiquement sur le site, mais au moins qui nous soutiennent en nous permettant d'acheter du matériau, du ciment, de la chaux ou des éléments de sécurité dont on a besoin. Parce que bien sûr, c'est sur un chantier d'un château fort, il y a toujours la sécurité qui prime et il faut y faire très attention. Donc voilà, c'est même un modeste don nous est toujours très utile et nous aide énormément. On a bien compris, on en reparlera bien sûr de cette dimension financière, Bruno Linz. Aujourd'hui, quel est le programme de la journée ? Alors aujourd'hui, on est en train de consolider certaines parties du château parce que l'érosion aidant avec la pluie, le gel et tout ça, certaines pierres se désolidarisent du mur, donc il faut les rejointer. Il faut refaire un joint pour qu'elles puissent rester bien imbriquées dans le mur. Sinon, principalement, c'est de la dévégétalisation. On enlève la végétation sans l'arracher. Sinon, on enlève... en définitive, la végétation, des fois, elle nous aide parce qu'elle maintient les murs ensemble. Donc, on fait plus office de coiffeur et en attendant de pouvoir enlever la végétation et de tout de suite derrière pouvoir maçonner. Parce que si on enlève la végétation, les pierres risquent de se désolidariser, le mur risque de tomber. Donc, on coupe sans toucher aux racines qui maintiennent le reste. Et puis voilà, quoi. Hein. Et après, il y a... Bruno Linz, puisque nous sommes là, on va bien sûr en profiter pour visiter ce chantier ici au château d'Andlau dans le Bas-Rhin. C'est possible ? Ah oui, tout à fait. Vous pouvez venir quand vous voulez. De toute façon, nous avons un membre dédié qui s'appelle Raoul Bock. C'est notre référent archéologique.
On l'a nommé référent archéologique parce que, bien sûr, quand on travaille sur un chantier, sur un château fort, qui est classé monument historique, on ne peut pas faire n'importe quoi. Et donc, forcément, il y a des dossiers à constituer, il y a des méthodologies archéologiques pour dégager certaines zones. Donc, il faut des compétences particulières. Donc, on a demandé à Raoul s'il voulait bien s'occuper de cette partie-là. Et il est là, Raoul. Et il est là, Raoul. Eh ben, on va aller le trouver. Absolument, tout à fait. Durablement vôtre, Éric Mutschler. Raoul Bock, on va commencer cette visite du château d'Andlau, ici dans le Bas-Rhin. On est ici dans la basse-cour. De quand date ce château? Alors ce château date du milieu du XIIIe siècle. Il a été construit pendant l'interrègne. L'interrègne, c'est la période où il n'y avait pas de pouvoir en place. C'est-à-dire, c'était la fin du décès de Hohenstaufen, de Frédéric II. Et les Habsbourg ne sont venus que 30 ans après. Donc c'était une période où il n'y avait pas de pouvoir en place. D'où l'intérêt de l'occuper, le pouvoir. D'où l'intérêt de l'occuper. Et c'est pour ça que la plupart des châteaux en Alsace ont été construits pendant cette période-là, pour avoir la mainmise sur la vallée. Une assise. On peut évidemment, j'imagine, avec vous, Raoul Bock, visiter ce château. Alors aujourd'hui c'est une ruine, mais il a été occupé assez tardivement. Il a été occupé tardivement, mais par un forestier qui était le garde-chasse de la famille d'Andlau, justement, jusqu'à la fin du 18e. Mais n'a plus été habité par la famille d'Andlau, parce que ces châteaux, c'est des châteaux qui coûtaient énormément d'argent. Donc entretenir un bâtiment de cette taille coûte très cher. Et donc ils ont préféré descendre en plaine et donc s'installer dans les villes. Donc très tôt, l'ensemble des châteaux forts ont été plus ou moins abandonnés, vendus à des marchands de biens, démantelés. Et de ce fait, ça servait strictement à rien. Attention aux pierres, là on en profite, on est en train de monter tout doucement dans le logis. Et donc coûtait très très cher et donc ils préféraient habiter en plaine pour des questions de commodité aussi pour madame et les enfants. Pour autant, c'est pas forcément très représentatif de l'histoire des châteaux forts en Alsace, dont beaucoup ont été détruits après l'annexion par Louis XIV, notamment par Vauban et Louvois. Louis XIV, la plupart des châteaux, c'était un maréchal de Louis XIV qui est venu. Il venait, il bombardait. Ils avaient peur. Le danger naît de l'Est. Et l'Alsace, c'est l'Est. Et donc, cet amoncellement de châteaux forts le long de la plaine du Rhin, sur les crêtes vosgiennes, leur faisait très très peur. Et donc, il a donné l'ordre et mission à ce maréchal de bombarder, de détruire, d'exploser. Donc il venait avec des explosifs, il faisait sauter les châteaux tout simplement pour éviter qu'ils reprennent vie. Alors là, on traverse une passerelle métallique qui permet d'accéder au château, mais ce n'est pas l'entrée principale ici. Non, on est en train de franchir le pont-levis et on va rentrer par cette porte. Allons-y. À droite, qui est en fin de compte la porte de la cave. Ce qui fait que les assaillants s'acharnaient sur cette porte-là. Et quand ils arrivaient à l'intérieur, ils se retrouvaient coincés. Donc ils avaient sapé une porte pour rien. Et donc ils s'étaient fatigués pour rien. Un peu comme nous là. Ouais. Alors on est un peu essoufflé, mais c'est normal. Alors on peut dire ici, Raoul Bock, ce qui reste, c'est de grosses œuvres, en gros. C'est la pierre, tout ce qui est... De toute façon, le château, comme la plupart des châteaux, il a été démantelé. Donc il a été vendu à des marchands de biens qui ont récupéré les poutres, les planchers, tout ce qui pouvait être récupéré. C'est un peu comme aujourd'hui, c'est dans l'air du temps, ils valorisaient les déchets. C'est une façon de voir les choses. Exactement. Comment est-ce que vous expliquez aujourd'hui, Raoul Bock, l'intérêt, notamment des Alsaciens mais on retrouve ce phénomène un peu partout. Je pense par exemple à la démarche de Stéphane Bern avec le loto du patrimoine. Comment vous expliquez cet attachement particulier des Alsaciens à leur château fort ?
Cet engouement, je peux l'expliquer je vais vous raconter ma petite histoire à moi. Ça peut très bien expliquer. J'habitais dans un quartier populaire qui s'appelle le Nov, dans une tour de 7 étages. Et à Strasbourg. Et les voisins du 9e avaient une caravane pas loin. Il y avait un petit camping au Murplatz. Et quitte à rester dans le quartier, ils m'ont proposé, comme j'étais le copain d'un de leurs fils, de venir donc au Murplatz avec eux. Et donc mon histoire avec le château d'Andelot a commencé à l'âge de 13 ans. Et c'est vrai que ce château, je l'ai poursuivi tout le temps. Donc 13 ans, après j'étais adolescent, on oublie un peu, on pense plutôt aux filles. Et après on y revient. On y revient par le biais de passion, la passion du Moyen-Âge, où j'étais membre de l'association de recherche médiévale, dont le président était Guy Trindel, quelqu'un de connu dans la région pour sa passion pour les histoires, les anecdotes et autres contes, légendes. Et je suis revenu et donc j'ai pris la présidence de l'association. C'est une forme de continuité et donc je ne suis pas le seul. La plupart des veilleurs, parce que je suis également veilleur de château fort, ce sont des gamins qui se jouaient au Seigneur, cherchaient la princesse et qui l'ont pour certains trouvé d'ailleurs. Et ce qui fait que ça fait partie de notre... C'est un socle émotionnel, tous ces châteaux. On en a besoin, ça fait partie de notre vie, tout simplement. Alors, on va retourner au pied du château, Raoul Bock, parce que il y a là des dames qui sont en train de faire des fouilles. Oui, ce sont des fouilles... On a découvert un bâtiment qui est une tour de flanquement qui a été mis en place au XVIe siècle. On a découvert la bouche à feu et donc là on est en train de désenclaver cette tour et on a les autorisations bien sûr du service régional d'archéologie pour mener à bien cette mission. Gott treu bis an sein Grab.
Yann Proust, vous êtes le directeur général de la société Tipsme et inventeur du don sans monnaie. Oui, tout à fait. En fait, Tipsme, c'est une solution en fait, qui permet à des associations de pouvoir récolter des dons très simplement avec un QR code, un smartphone. Smartphone, on connaît, QR code. Alors le QR code, c'est un petit logo carré que souvent nous pouvons voir dans différents lieux pour pouvoir donner son avis ou pouvoir avoir des informations supplémentaires. Nous y avons rajouté une fonctionnalité supplémentaire qui est tout simplement pouvoir être généreux sans monnaie. Alors, on est ici dans la basse-cour du château d'Andlau, un panneau avec effectivement ce QR code qui invite les gens à participer à la sauvegarde de ce château en donnant. Oui. En réalité, ça évite simplement d'avoir à faire un chèque ou un don quand on rentre à la maison en faisant un don via le site du château. Oui. Là, c'est en direct, je peux donner et aider à la préservation de cet espace. Tout à fait. En fait, nous, notre solution est très simple. Souvent, les gens, quand ils se retrouvent en face d'un projet qu'ils souhaitent soutenir, on n'a pas de monnaie sur soi parce qu'il y a de moins en moins de monnaie dans les poches. Tipsme, c'est une solution qui permet à une personne qui a un smartphone et une carte bleue, ce qui arrive très souvent maintenant, de pouvoir participer à ce projet et de pouvoir rajouter sa pierre à l'édifice. C'est le cas de le dire. Et puis surtout, il faut le faire au moment où justement on est sur place et on a envie de le faire. Tout à fait. Pourquoi avoir mis en place cette démarche Tipsme qui permet donc de soutenir une association comme ici au château d'Andlau? Pourquoi Andlau? Alors pourquoi Andlau? Il y a quelque temps, effectivement, j'avais vu une émission qui parlait des différentes difficultés que les châteaux avaient à financer leur entretien, leur reconstruction. Et Monsieur Andlau, effectivement, nous parlait de cette problématique et je me suis permis de lui contacter et de lui présenter Tipsme. Et c'est à partir de là où nous avons pu effectivement mettre en place la solution. Première donc nationale pour un château. Comment ça fonctionne, Yann Proust, Tipsme, en termes de modèle économique? Alors, Tipsme, c'est très simple. Vous pouvez effectivement créer un compte, c'est gratuit. Vous avez ensuite un kit qui vous est totalement donné. Et ce kit vous permet ensuite de récolter des tips. Il y a ensuite une commission qui sera prélevée à chacune transaction. Cette commission est généralement de l'ordre de 10%. Après, les personnes peuvent récupérer ce QR code et le détourner, si je puis dire, de la manière qui est la plus flexible à leur lieu de récolte. Merci Yann Proust, on va vous laisser retourner à Paris, la ville du siège de Tipsme. Merci. Merci. Durablement vôtre, Éric Mutschler. Nous sommes toujours au château d'Andlau, c'est dans le Bas-Rhin, où se déroule aujourd'hui un chantier d'entretien comme il se déroule 2 fois par mois, lorsqu'il fait beau, allez, on va dire au printemps et à l'automne. Et précisément, on s'arrête là devant, on va appeler ça un chantier de fouilles. Bonjour. Bonjour. Comment vous appelez-vous? Je m'appelle Élise Berlin. Élise, on va vous interrompre. Vous êtes en train de faire quoi là précisément? Alors là, on est en train de gratter, de fouiller, de faire émerger une couche stratigraphique. Et vous faites ça avec votre petite truelle? Et on fait ça avec nos petits gants, notre petite truelle et nos seaux. Alors derrière vous, il y a un seau avec des choses que vous avez trouvées. Oui. Par exemple? Alors, on trouve beaucoup de tessons de poterie, on trouve des os d'animaux, on trouve des balles de mousquet, on trouve des pipes, on trouve des carreaux de poêle, on trouve énormément de choses. C'est un petit peu la chasse au trésor. Voyage dans le temps. Qu'est-ce qui vous motive ici, Élise Berlin, à passer votre samedi, régulièrement un samedi ou peut-être même un week-end, à participer à ce chantier de restauration du château d'Andlau? Alors moi je suis une passionnée d'histoire depuis très longtemps maintenant, mais je pense que comme un peu tout le monde dans l'association, j'ai aussi envie de passer mes week-ends dans faire quelque chose que j'adore, à passer des moments géniaux entre passionnés à la bonne franquette, pouvoir apporter avec mon envie, avec mes connaissances qui ne sont pas forcément exceptionnelles, universitaires, scientifiques, et voilà, mais je viens avec ce que j'ai, avec ce que je peux faire. Qu'est-ce que vous faites dans la vie? Je suis étudiante à la faculté des sciences historiques à Strasbourg. Est-ce que vous êtes représentatif du profil des, on va dire, vingtaine de bénévoles qui travaillent aussi aujourd'hui? Alors, on est tous très différents. On apporte chacun ce qu'on sait, nos compétences en maçonnerie, en transmission de savoir. Du coup, j'ai peut-être une formation un peu plus universitaire, un peu plus précise dans ce domaine-là que la plupart des bénévoles.
Voilà. Mais par exemple, je me forme en maçonnerie, je n'avais jamais fait d'archéologie avant d'arriver, donc je donne un peu, mais j'apprends aussi beaucoup. Voilà. On va vous laisser retourner à votre foyer, Lisa. Merci. Et bien là, merci. Durablement vôtre, Éric Mutschler. Parmi les nombreuses personnes présentes ici aujourd'hui au château d'Andelot, Guillaume d'Andelot, bonjour. Bonjour. Guillaume d'Andelot, j'imagine qu'avec un nom pareil, un nom comme le vôtre, il y a une certaine filiation entre vous et ce château. Oui, il y a une légère filiation de 800 ans avec ce château, puisque effectivement, mon père était propriétaire et j'en suis devenu le propriétaire il y a une quinzaine d'années. En fait, c'est un château qui est en ruine donc depuis la Révolution. Et il y a 20 ans, il y a un mur qui est tombé montrant que finalement les choses se dégradaient très fortement. Et du coup, mon père qui voulait à cette époque donner le château à la collectivité, à la commune, parce qu'il n'y voyait pas l'intérêt d'un château en accès libre, finalement qui était la propriété de tout le monde, pourquoi le garder dans les mains d'une personne individuelle, m'a demandé de me débrouiller déjà avec le problème du mur et puis de voir ce qu'on pouvait faire. Et à ce moment-là, moi je lui ai proposé une solution alternative qui était de créer une association qui permettrait de fédérer toutes les bonnes volontés, toutes les compétences, parce qu'en faisant un peu un état des lieux, je m'étais aperçu qu'il y avait beaucoup de gens qui regrettaient que le château soit en un état quand même qui était devenu assez difficile, assez catastrophique, et qui étaient prêts à se mobiliser pour faire quelque chose, puisque c'était leur château, le château de leur enfance, etc. Et donc j'ai en 2000, donc il y a presque 20 ans, créé cette association des Amis du Château d'Andelot, et je me suis engagé au départ comme président, et puis d'autres se sont engagés derrière moi, et ça a permis de faire de nombreuses choses, puisque j'ai toujours considéré que ce château n'était pas un icône du passé, mais devait vivre aussi avec son temps. Moi, c'est ce que j'appelle le château à 360 degrés, c'est-à-dire s'ouvrir sur toutes les choses, sur toutes les possibilités. Donc on a travaillé dans le domaine de la formation, avec des chantiers d'insertion, avec des écoles de Strasbourg, l'université, l'école d'architecture, le conservatoire de musique. On a aussi travaillé sur la question de l'art contemporain, qui est finalement la rencontre du temps présent et du temps passé. Et on a aussi rédigé un certain nombre d'articles pour mettre à jour les connaissances scientifiques sur ce château. Et puis ça m'a amené en 2013 à dire que ce qu'on avait fait sur ce château, on pouvait peut-être l'étendre aux autres châteaux, et j'ai créé donc l'association des châteaux forts d'Alsace. Dont vous êtes l'actuel président, avec la parution il y a très récemment d'un livre magnifique que j'ai là sous les yeux, Les châteaux forts autour du Mont Saint-Odile, Guillaume d'Andelot. Oui, l'idée c'était de montrer qu'autour du Saint-Odile, qui est quand même un élément majeur de l'histoire alsacienne, c'est vraiment le symbole, un des grands symboles de l'Alsace avec Saint-Odile, notamment la patronne de l'Alsace, il y avait un ensemble cohérent de châteaux forts qui restaient présents, une vingtaine presque de châteaux, mais qui n'avaient jamais été étudiés dans leur ensemble et dans leur cohérence. Donc avec Georges Bischoff, professeur d'université, professeur d'histoire médiévale à l'université, et Jean-Michel Rudroff, qui est un des grands spécialistes, on a décidé de faire vraiment un livre qui permette d'avoir cette vision globale, tout en ayant sur chaque château des monographies assez pointues pour aller au fond des choses, actualiser les données, et puis une photographe pour que l'aspect esthétique demeure, parce que dans le château, il y a quand même un aspect esthétique, un aspect d'essence. En tant que femme, on va aller chercher le trésor et ensuite on le partagera avec personne. Voilà. Durablement vôtre, Éric Mutschler. Guy Muller, vous êtes médecin radiologue à la retraite, mais ce n'est pas à ce titre-là que vous m'intéressez, c'est en qualité d'initiateur du chemin des châteaux forts d'Alsace. L'Alsace est une terre de châteaux forts. Il y a à peu près 500 châteaux forts en Alsace, dont 160 châteaux forts de montagne. Malheureusement, cet aspect des choses n'est pas très connu et l'Alsace n'est pas reconnue en tant que terre des châteaux forts. Pour y remédier, on a lancé une idée intéressante qui est l'idée du chemin des châteaux forts d'Alsace, qui a pour objectif de relier 80 châteaux répartis sur le piémont vosgien, depuis Wissembourg jusqu'à Bâle. On touche ainsi l'essentiel des châteaux forts, les plus beaux. On a ainsi transformé l'ensemble des châteaux forts en une entité homogène, permettant de passer par tous les châteaux, qu'ils soient remarquables, simplement intéressants ou même anecdotiques. On essaye de maintenir tous les châteaux dans la mémoire collective alsacienne. Dans ce trajet, on parcourt donc 28 étapes qui varient entre 18 et 27 km sur une longueur de 450 km. Une étape, c'est une journée à pied. Une étape, c'est une journée à pied. Donc, pour parcourir ce chemin facilement, comme on parcourt le chemin de Compostelle ou comme on parcourt les GR, on utilise un topo guide
avec un élément essentiel qui sont les ressources, qui indiquent comment manger, comment boire, comment se loger, comment accéder au début du chemin. On peut aussi faire le chemin en le tronçonnant sur une journée, 2 journées, 3 journées, une semaine. Il faudrait évidemment beaucoup plus de temps, Guy Muller, pour parler de cette initiative formidable du chemin des châteaux forts d'Alsace. Plus de 80 châteaux à découvrir du nord au sud. Où peut-on trouver ce guide du chemin des châteaux forts d'Alsace ? C'est un guide qui a été édité par ID Édition. Ça se trouve dans toutes les bonnes bibliothèques. Ça s'appelle Le chemin des châteaux forts d'Alsace. Pour situer l'intérêt de ce chemin, on peut par exemple dire qu'il y a un château remarquable qui s'appelle Lödenbourg, qui est à 200 mètres du Haut-Königsbourg, que personne ne connaît, et qui est un château remarquable, tout à fait intéressant. Et j'espère que ça va inciter les 500 000 visiteurs annuels du Haut-Königsbourg à se rendre 200 mètres plus loin pour découvrir autre chose. Raoul Bock, vous êtes ici le référent archéologique pour la restauration du château d'Andlau où nous sommes aujourd'hui. C'est dans le Bas-Rhin. On va reprendre cette visite qu'on a fait un peu rapidement tout à l'heure pour s'attarder un peu plus sur chacun des points de ce chantier. On est ici devant un tas de pierres, c'est un château en ruine, ça n'a rien de surprenant. Pour autant, c'est un endroit où justement il se passe beaucoup de choses durant ces chantiers de restauration. Exactement, donc ces pierres, ce sont des pierres qui sont, quand c'est l'effondrement des murs, ce qu'il faut savoir, c'est qu'on a du tout dévégétalisé, ce qui nous a permis de faire apparaître les deux grandes périodes de construction de ces murs-là. Vous avez la partie qui est au niveau de l'appareillage, qui est maçonnée très proprement, qui est la partie du XIIIe siècle, donc la première partie de construction du château. Et ensuite,
Au-dessus, on a un appareillage qui est un peu moins joli, c'est un peu Bricolé, plus, hein. ouais, c'est un peu du vrac. C'est la partie du 16e et principalement le 16e. Pourquoi on a rehaussé et on a renforcé, c'est l'apparition aussi surtout des armes à feu. Alors ici, par exemple, en face de nous, Raoul Bock, on voit encore les créneaux du château d'origine. Voilà, on a la première partie, comme je l'expliquais précédemment, 13e, avec les créneaux, le chemin de ronde qui permettait donc... Et ensuite, ces créneaux qui ont été comblés et on a rehaussé le mur de pratiquement 2,50 m par rapport à la partie du XIIIe siècle. Oui, parce qu'évidemment, pendant plusieurs siècles, on imagine bien qu'un château, comme n'importe quelle autre construction, a beaucoup évolué. Ça évolue. Il y a là, derrière ce tas de pierres, une barrière rouge et blanc, une barrière de chantier, parce qu'ici, eh bien, on travaille au renforcement pour éviter que ce pan de mur ne s'effondre. Effectivement, c'était une archère, donc on l'a sortie un peu de terre pour la consolider, pour éviter que ça se dégrade plus. Et l'objectif quand même numéro 1 de l'association par rapport au château, c'est de sécuriser le site pour permettre aux promeneurs et aux visiteurs de pouvoir s'y promener dans une sécurité maximum. On peut toujours tomber, on peut toujours se faire mal. Mais c'est des points, ce qu'on appelle des points dangereux. Donc garde-corps, protection pour éviter que les gens se blessent. Derrière nous, bien sûr, le corps du château d'Andelot, avec ses magnifiques fenêtres en ogive, et puis bien sûr ces deux tours caractéristiques. Pour autant, aujourd'hui, Raoul Bock, on voit la pierre apparente, et aujourd'hui, on aime bien remettre les maisons, par exemple, en pierre apparente. C'est une erreur ici. Au Moyen-Âge, c'est vrai que ce que vous dites, c'est qu'aujourd'hui, avoir des poutres apparentes, avoir des pierres apparentes, ça fait joli. Au Moyen-Âge, ils détestaient ça. Donc ce château, il faut l'imaginer complètement enduit d'une épaisse couche de chaux. Quelle hauteur de mur, là ? Alors là, on est sur grosso modo une bonne vingtaine de mètres. Je pense toujours autour. Donc tout était totalement enduit de chaux blanche. Alors il faut imaginer ce château qui est plein est, chaux blanche, toiture en tuiles rouge, sur une vallée, soleil levant, pas un arbre. On pouvait le voir à des centaines de kilomètres. L'objectif étant de manifester sa présence. Vous venez de dire à l'instant, pas de forêt autour. Évidemment, on est dans une période où on ne parle pas encore de biodiversité. Elle est pourtant très présente. Néanmoins, les alentours de ces châteaux étaient très très peu boisés, et pour cause. D'une part, il fallait bien pouvoir vivre, il fallait pouvoir manger. Donc on avait des prés. Pour les pâtures, on avait des champs pour cultiver les céréales, on avait certaines parties où il y avait également des fruitiers. On avait d'une part besoin de voir venir l'assaillant si assaillant il y avait, donc pas de forêt. Donc quand vous êtes dans un château en Alsace, vous pouvez fermer les yeux, imaginer ce château sans forêt. La montagne en général était totalement glabre, avec des métairies, des fermettes de montagne et des prés. Ici, dans l'intérieur de ce château d'Andelot, nous sommes arrivés, Raoul Bock, avec vous. Il y a de gros rochers. On est pourtant à l'intérieur du château. J'imagine que ce n'est pas là qu'habitaient concrètement les gens. Tout château est construit sur un éperon rocheux, d'une part parce que c'est la matière première pour construire le château, donc les blocs étaient taillés sur place. Pour le château d'Andelot, quand j'explique que le bâtiment, le logis principal a été construit en 7 ans, en sachant que les matériaux, on les a taillés sur place, les gens sont souvent surpris. Eh ben non, il y avait des tâcherons, et c'est pour ça qu'on les appelait d'ailleurs des tâcherons, ils étaient payés à la tâche. Donc plus ils faisaient de blocs, et plus ils gagnaient leur argent. Pour ce qui est du rocher, effectivement, ils étaient très pragmatiques. Ils n'allaient pas casser un bloc de rocher, ils allaient plutôt construire autour ou par-dessus pour gagner du temps, tout simplement. Combien de gens vivaient dans ce château ? J'imagine que la population, évidemment, évoluait au fil des siècles, mais est-ce qu'on sait comment ces châteaux étaient occupés
Raoul Bock? Alors savoir non, on suppose d'une part pendant la période du 13e où vraiment il était habité, il y avait souvent plusieurs familles, c'était des grandes familles. Donc il y avait forcément le seigneur, il y avait les serveurs, il y avait sa femme, il y avait la cousine, la tante, enfin bon, c'était des grandes fratries. La belle-mère peut-être La parfois belle-mère. aussi. Il faut savoir que le taux de mortalité des enfants était aussi très fort. Donc ils avaient, ben voilà, c'était des Popelmorers, et heureusement qu'ils faisaient ça. Des Popelmorers, fabricants de bébés. ouais, qui faisaient beaucoup de bébés parce que ce qu'on ne supporterait plus aujourd'hui parce que ils savaient forcément qu'il y en a beaucoup qui allaient périr. Donc ça c'est pendant la période faste, on va dire, de château. Vers le 16e, il y avait déjà moins de monde et entretenir une garnison, ça coûtait énormément d'argent. Donc comme le seigneur est allé tout doucement habiter dans les forteresses des villes, il laissait une garnison, mais cette garnison, c'était des fois 3, 4 soldats, pas plus. Parce que la construction même du château et son système de défense permettait finalement à très peu d'hommes de le défendre. Très peu d'hommes. Il suffisait, s'il sentait une attaque, il fermait les portes, il verrouillait tout. Voilà. Et à partir de ce moment-là, où il tenait un siège, mais comme le château d'Andelot a cette particularité, où le point d'eau, parce que c'était la partie la plus importante, c'était d'avoir de l'eau. L'eau, c'est la vie. Il récupérait l'eau de pluie et donc on a à l'intérieur même de la tour, donc totalement protégé, donc ce puits à filtration qui récupérait l'eau de pluie. Donc ça permettait de tenir un siège le cas échéant, parce que même l'assaillant n'allait pas perdre du temps, des hommes et des armes pour prendre un château. L'objectif, c'était pas de prendre le château, c'était le pouvoir. Donc en général, ils s'arrangeaient entre eux. Quand il y avait vraiment une guerre, parce on détruisait le château alors. Il fallait détruire, c'était le symbole de la famille, donc on détruisait le château. C'est ce qu'ont fait Louvois et Colbert voilà. Pour la plupart des châteaux en Alsace après l'annexion par Louis XIV. D'où l'importance aussi des alliances, finalement, entre les familles, entre les seigneurs pour évidemment délivrer éventuellement un château des assaillants. Raoul Bock. D'une part, ce qu'il faut savoir, c'est que l'union fait la force et qu'on était toujours avoué de quelqu'un. C'était ou l'Empire ou l'Église. C'était les deux grandes forces. Et donc à partir de là, de toute façon, quand il y avait un conflit, c'était les réunions de force et c'était les grandes familles qui se réunissaient pour éventuellement aller corriger un autre seigneur qui avait fait, on va dire, une belle bêtise. Ich bau dir ein Schloss, so wie im Märchen. Da wohn ich mit dir, dann ganz allein. Ich bau dir ein Schloss, wenn ich eins groß bin. Da kannst du dann und glücklich sein. Der blaue Himmel schaut auf uns herab, sagt dir jeden Tag, wie lieb ich dich hab. Und alle Wolken ziehen so schnell vorbei. Ich bau dir ein Schloss, du wirst schon sehen, bald bin ich schon groß, dann ziehen wir ein, wo Blumen für dich im Garten stehen, da wird jeder Tag ein Sonntag sein. Der
Guillaume d'Andelot, le fait que vous soyez propriétaire de ce château d'Andelot, est-ce que ça aide? J'imagine que oui, par rapport à d'autres châteaux qui appartiennent peut-être à des gros propriétaires plutôt forestiers. Est-ce que ça facilite la sauvegarde de ce château? Oui, je crois que cela facilite grandement la sauvegarde parce qu'on a du coup une chaîne de décision qui est très limitée. On peut dire oui, comme on travaille main dans la main avec l'association, c'est très facile de répondre. Et ça, c'est un des gros avantages parce que nos interlocuteurs ont tout de suite des réponses, qu'elles soient positives ou négatives. Le deuxième aspect, c'est que ça permet un peu plus d'incarner le château. Et ça peut être aussi pour certains une valeur ajoutée ou quelque chose parce que vraiment, il y a à la fois les murs et la chair. La plupart des châteaux d'Alsace ont été soit détruits pendant soit la guerre de 30 ans, soit après l'annexion par Louis XIV et ses lieutenants ou ses premiers ministres, dirait-on, Louvois-Colbert. C'est pas du tout le cas ici du château d'Andelot, Guillaume d'Andelot. Alors non, le château a été certes dévasté, mais c'est-à-dire qu'effectivement il y a eu quelques destructions par les troupes de Louis XIV, mais il n'a pas été détruit et il a été au contraire habité. C'était d'ailleurs le dernier château fort d'Alsace de montagne à être habité jusqu'à peu près aux années 1790. Et on a un facteur d'orgue bien connu, Silbermann, qui raconte qu'en 1770, il est venu ici, il a rencontré le garde forestier qui y habitait. Il a dit que c'était en mauvais état pour les murs, mais qu'il y avait des boiseries en bois à l'intérieur. Donc il y a une description effectivement à la fin du 18e d'un habitat, mais relativement simple. Est-ce que l'on s'adresse encore couramment à vous, Guillaume d'Andelot, avec votre titre de comte, Guillaume d'Andelot? Ça arrive quelquefois, mais c'est à l'initiative des personnes, pas à la mienne. Moi, je pense qu'il faut rester beaucoup plus simple parce qu'on est tous finalement des êtres humains, quelle que soit l'histoire qu'on a derrière. Et puis moi, j'ai aussi une phrase que j'aime beaucoup. Extrait du livre. Extrait du livre que l'on a fait paraître il y a 3 ans, qui s'appelle Le Château d'Andelot hier et aujourd'hui, qui raconte l'histoire du château, mais aussi tout ce qu'on y fait aujourd'hui, parce que c'est aussi important que son histoire, en tout cas pour nous. Et il y a une phrase que j'aime beaucoup qui dit « Il n'y a pas de vieilles familles, elles ont toutes le même âge devant l'éternité. Quelques-unes ont eu la chance de pouvoir entretenir leur mémoire. » Tout est dit. Et c'est d'ailleurs ce qui vous amène aussi ici à sauvegarder ce château d'Andelot, Guillaume d'Andelot. Quel est l'objectif? Parce qu'aujourd'hui, évidemment, ce n'est pas dans l'intérêt privé, on l'a bien compris, puisque derrière tout ça, il y a une association, il y a une restitution, il y a une contribution à la mémoire de l'Alsace. Quelle est votre propre motivation? Moi, ma propre motivation, c'était au départ de remettre le château sur la route. Il avait été dans le fossé avec ce mur qui s'était écroulé. Le deuxième, c'était de le faire vivre. Le troisième, c'était de partager, parce que je pense qu'on peut être une personne privée, avoir un sens de l'intérêt général et de l'intérêt public et dans ses engagements. Et c'est un engagement ici. Et ce qui me plaît le plus, c'est de faire vivre le château dans son époque, c'est-à-dire finalement d'avoir des croisements de compétences, de personnalités, de sujets que l'on n'a pas forcément dans sa vie quotidienne. L'invité de Durablement Vôtre, coup de gueule ou coup de cœur? Bruno Lins, président de l'association des Amis du Château d'Andelot, c'est en Alsace, et Geoffroy Etienne, on va dire à 16 ans, le plus jeune des bénévoles de cette association. On est plutôt coup de cœur ou plutôt coup de gueule? Pour moi, plutôt coup de gueule. Bruno Lins. Absolument, plutôt coup de gueule. Et pour cause, je constate juste que il y a 20 000 passages, 20 000 visiteurs qui viennent par an au Château d'Andelot. Et sur les 20 000, nous sommes que 20 membres bénévoles actifs, ce qui fait 1 pour 1000. Donc c'est un coup de gueule que je lance parce que les gens, quand ils viennent nous rendre visite, ils trouvent ça formidable, ils nous applaudissent et ils sont admiratifs de notre travail. Et chaque fois je leur dis, mais vous pouvez participer, il suffit de venir et de le vouloir. Donc ce que je reproche surtout, et c'est là où est mon coup de gueule, c'est que je rapproche ça du combat contre le réchauffement climatique. Tout le monde est contre le réchauffement climatique et manifeste et se bouge les samedis ou les dimanches, et arrive le lundi, tout le monde reprend son train-train habituel et oublie le réchauffement climatique et participe allègrement à ce réchauffement climatique. Donc je dis,
arrêtons les mouvements symboliques. Ça a son utilité, certes, mais chaque citoyen, chaque personne individuellement, vous qui m'écoutez, toi qui m'écoutes, tu peux agir à ton niveau, que ce soit contre le réchauffement. C'est un coup de gueule, Bruno Lins, c'est un sermon. Oui, désolé, mais c'est vrai que si chacun apporte sa pierre à l'édifice, que ce soit au niveau du château là, on reconnaît le d'Andelot, bâtisseur de château. Ben justement, c'est que ça, pour le château d'Andelot ou contre le réchauffement climatique, agissons, cessons de parler, cessons de prôner de belles paroles. Faites comme moi, un jour je me suis levé, je me suis dit, tiens, j'ai un peu de temps, à quoi je pourrais le consacrer? J'ai vu le château d'Andelot qui se présentait devant moi, ni une ni deux, j'y suis allé et je me suis engagé. Engagez-vous, coupez un peu la télé le soir et occupez-vous concrètement de quelque chose. Alors en plus, depuis la mise en place du Tips.me, cette manière de contribuer grâce à un QR code va permettre, malgré le fait que ce ne soit pas forcément une aide physique concrète, financièrement, c'est pas anodin non plus. Absolument. On peut espérer là qu'il y a un véritable impact, Bruno Lins. Oui, tout à fait. Et c'est là où je me dis que, mine de rien, même si on pourrait croire que c'est dématérialisé, que c'est juste un don et on n'en parle plus, mais au moins ils auront agi concrètement dans leur vie quotidienne, je dirais. Ils auront agi pour la préservation du château d'Andelot. Si on pouvait faire un Tips.me pour le réchauffement ou contre le réchauffement climatique, ce serait parfait, quoi. Avec juste un QR code, combattre le réchauffement climatique. Comment est-ce que vous expliquez précisément, alors, ce paradoxe que vous évoquez à l'instant, Bruno Lins, entre le fait que finalement tout le monde est d'accord avec, bien ici en l'occurrence, la préservation du château d'Andelot, et le fait qu'il y ait peu d'engagement. Est-ce que ce n'était pas aussi lié au fait que les gens se disent peut-être, mais moi, à mon modeste niveau, que j'intervienne ou que j'intervienne pas, ça ne changera pas grand-chose. Et ben il fut un temps, je pensais comme ça, et je me rends compte que même à mon modeste niveau, quoi que je fasse ou que je fasse pas, ça ne changera peut-être rien, mais au moins pour moi, pour mon esprit et pour ma conscience, quand je fais quelque chose, je me dis, moi, j'y aurais contribué. Et quand mes petits-enfants me diront, papy, et alors, qu'est-ce que tu as fait à l'époque, je pourrais leur dire, bah moi, j'ai fait. Cette pierre-là, je l'ai mise, absolument. C'est amusant parce que on peut aussi faire le parallèle avec la goutte d'eau, ou peut-être avec, vous savez, cette fameuse histoire, ce conte du colibri de Pierre Rabhi. Finalement, un château fort, ce ne sont que des pierres les unes sur les autres. Absolument, oui. Et que finalement, à force de poser des pierres les unes sur les autres, ça fait un château fort. Absolument. Et à force d'un bénévole plus un bénévole, ou même un comte qui construit un château, ou un compagnon qui vient sur un chantier de Moyen-Âge pour façonner une pierre pour construire un château, c'est toute une lignée, j'allais dire, de générations d'humains qui ont contribué à préserver ce château d'Andelot. Je fais le parallèle avec le réchauffement climatique, c'est toute une lignée d'êtres humains qui doivent pouvoir maintenir cette terre en l'état pour que la vie humaine reste présente et soit pérenne sur Terre. Parce que la Terre, comme on le dit souvent, la Terre, elle survivra à l'homme. Il faut que l'homme puisse survivre avec la Terre. Et j'espère que le château d'Andelot survivra avec la Terre et avec les hommes dessus. En tout cas, si des hommes et des femmes comme vous, Bruno Lins, y contribuent, il y a de grandes chances qu'effectivement, il soit préservé. C'est important pour vous, la préservation de cette mémoire en particulier? Absolument. La mémoire en particulier du local pour ce qui est du château d'Andelot, parce que comme je dis toujours, moi j'habite Bar, c'est au pied du château d'Andelot, je vois, quand je me lève le matin, je vois le château d'Andelot, je fais un peu le parallèle avec la Tour Eiffel. Un Parisien, quand il voit la Tour Eiffel, il est chez lui, il reconnaît son lieu, chez nous c'est le château d'Andelot. Et partout en France, dans tous les recoins de France, dans tous les petits pays, il y a un lieu, un moulin, une montagne, un arbre, quelque chose qui, quand les gens le voient, ils se disent « je suis chez moi et je peux t'aimer ». So, jetzt kann ich es comme on dit. Traduction. Bon, je suis à la maison, maintenant je peux le faire tranquillement. Gemütlich, ça n'existe pas en traduction traduit en français. Calmement. Sereinement. C'est un peu un mélange de tout ça. Cocooning aussi, quelque part. Voilà. Alors, il a commencé par un coup de gueule avec Bruno Lins qui s'est quand même transformé en magnifique coup de cœur. C'est aussi votre cas, Geoffrey Etienne? Oui, tout à fait. Un coup de cœur pour les châteaux et aussi par le château d'Andelot qui, pour ma part, m'a beaucoup attiré. Et aussi par sa dynamique assez invitante. En même temps, je disais, Geoffrey Etienne, 16 ans, c'est pas forcément un âge auquel on s'intéresse au château fort. On est plutôt à votre âge devant les jeux vidéo, d'autres activités. Comment vous expliquez cet attrait à 16 ans pour ici, cette ruine du château d'Andelot? Alors, c'est pas qu'à 16 ans que ça m'est venu dès tout petit. Mes parents, ils m'ont fait visiter une fois un château. Et puis j'ai redemandé et on a fait plus d'une centaine
de châteaux à travers la France. Et là, je rêvais de construire un château et je me suis dit, pourquoi pas en restaurer un, faire perdurer l'histoire des châteaux forts en France et pour dire aux autres générations de raconter ces magnifiques histoires et ces magnifiques bâtiments qui peuvent refléter la vie d'antan. À 16 ans, vous devez être en première. C'est ça. Vous vous destinez dans un métier, dans une activité en rapport avec, pourquoi pas, les châteaux forts, le Moyen-Âge? Tout à fait, je veux vivre de ma passion. Je visais architecte du patrimoine, s'occuper des vieux bâtiments, tout simplement. Voilà pour ce reportage au château d'Andelot, en Alsace, dans le Bas-Rhin, avec Bruno Linz, président de l'association des Amis du château d'Andelot, Guillaume d'Andelot, propriétaire du château et président de l'association des châteaux forts d'Alsace, Raoul Bock, référent en archéologie, Yann Proust, directeur général de la société Tipsmi, Élise Eberlin, bénévole, Guy Muller, initiateur du chemin des châteaux forts d'Alsace, et Geoffroy Etienne, bénévole. Pour en savoir plus et pourquoi pas adhérer, faire un don pour la sauvegarde du château, connaître les nombreuses animations qui s'y déroulent, rendez-vous sur châteaudandelot.com et plus généralement sur châteaufortalsace.com. Vous avez pu écouter dans l'ordre Der König in Thule, une ballade écrite en 1774 par Johann Wolfgang von Goethe, qu'il intégrera plus tard dans la scène Abend de son célèbre Faust, un texte mis en musique par de très nombreux compositeurs dont Schubert, Schumann et Gounod, ou encore comme ici par Karl Friedrich Zelter dans une version du groupe bavarois Faun, paru sur l'album Zaubersprüche sorti en 2002. Vox Clamatis par le contre-ténor germano-alsacien Luc Arbogast, paru sur l'album Oriflamme sorti en 2014. Et enfin Ich baue dir ein Schloss par le néerlandais Heintje, paru sur l'album éponyme sorti en 1968. Merci à Véronique Olivier à la réalisation. Vous pouvez réécouter cette émission dès la semaine qui suit sa première diffusion sur le site www.durablementvôtre.fr.